Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va se plonger dans quelques extraits choisis du manuel technique du Canon R1. Oui, l'idée c'est de décrypter un peu le potentiel, les capacités clés de cet appareil sans forcément lire les 1000 pages. Exactement. Comprendre ce que ça débloque pour les pros. Alors, commençons peut-être par l'interface, le contrôle. D'accord. Le manuel mentionne des commandes personnalisables, la bague sur l'objectif, le contrôleur intelligent. Ça, c'est assez classique maintenant, non? Oui, ça l'est devenu, mais c'est toujours crucial pour adapter l'appareil à sa main, à sa façon de travailler. L'écran orientable aussi, c'est une question de flexibilité. Mais ce qui m'a vraiment interpellée, c'est le contrôle par l'œil pour l'autofocus. Choisir où faire la mise au point juste en regardant dans le viseur. Ah oui, ça c'est assez spécifique à Canon. C'est une recherche d'instantanéité, d'intuition. Ça paraît presque futuriste. En fait, l'objectif, c'est de réduire au maximum le temps entre l'intention, je veux faire la mise au point ici, et l'action de l'appareil. Je vois. Dans des situations très rapides, sport, animalier, chaque dixième de seconde compte. Et le manuel précise qu'il faut un calibrage spécifique, bien sûr. Oui, c'est essentiel pour que ça fonctionne précisément, pour que l'appareil sache exactement où votre œil regarde. Sans ça, ce serait aléatoire. D'accord. Et cette recherche de précision de performance, on la retrouve aussi côté vidéo, j'imagine. Le manuel parle de RAW interne. Absolument. Le RAW vidéo, c'est le Graal pour beaucoup de vidéastes. Flexibilité totale en post-production pour l'étalonnage. Il y a aussi différents formats comme le XF, HEVC, S, des profils Canon Log. Voilà. Des formats pro optimisés soit pour la qualité, soit pour le poids des fichiers, et les profils log qui maximisent la plage dynamique. C'est pour récupérer le plus d'infos possible dans les hautes lumières et les ombres. Et le HDR-PQ est aussi mentionné. Oui, pour produire et diffuser directement en HDR, sans passer par un étalonnage log complexe, si le flux de travail le permet. C'est une autre option. Le manuel détaille aussi des aides plus pratiques, comme la correction de ce qu'on appelle le focus breathing. Ah oui, cette légère variation du cadrage quand on change la mise au point. Très important pour un rendu cinématographique plus propre. Ça évite cet effet de pompage de l'image. Exactement. Et il y a aussi les outils d'assistance à l'exposition, comme les zébrures ou les fausses couleurs. Ça aide à quoi concrètement pour celui qui filme? Ce sont des aides visuelles pour juger très précisément de l'exposition d'une zone de l'image. Les zébrures vont indiquer les zones surexposées, les fausses couleurs donnent une carte colorée de la luminance. D'accord, ça permet de ne pas se fier uniquement à ce qu'on voit sur l'écran, qui peut être trompeur. Tout à fait. C'est pour un contrôle technique très fin. Et n'oublions pas la gestion de la température, aussi mentionnée. Un vrai défi sur les appareils hybrides performants quand on filme longtemps. Oui, important pour la fiabilité. Bon, passons à la connectivité. Là aussi, ça semble très poussé. Transfert FTP. Oui, FTP, connexion au service cloud image.canon, port Ethernet. Un port Ethernet carrément? Pour une connexion filaire? Oui, pour la stabilité et la vitesse, indispensable dans certains environnements pro, comme les agences de presse, les événements sportifs. Et même une API de contrôle, la CCAPI, ça c'est pour qui? Alors ça, c'est plus pointu. Ça permet d'intégrer l'appareil dans des systèmes plus larges, de le contrôler via des logiciels tiers, pour du multicaméra synchronisé, du broadcast, de la robotique. Donc on voit bien que l'appareil n'est plus juste un outil pour prendre une photo ou une vidéo. Non, c'est un maillon dans une chaîne de travail numérique complète. Ça répond vraiment aux exigences des flux de production modernes. Livraison rapide, contrôle à distance fiable, intégration. Même si, bon, pour un photographe ou vidéaste indépendant, toute cette connectivité peut sembler un peu intimidante au début. Peut-être, mais c'est aussi une force. Ça veut dire que l'outil est évolutif. On peut commencer par utiliser les fonctions de base et puis explorer ses options avancées quand le besoin s'en fait sentir. C'est la marque d'un appareil pensé pour le long terme. Donc, si on résume un peu ce qu'on a vu à travers ces quelques extraits, on a un appareil qui mise énormément sur le contrôle précis, l'ergonomie intuitive, Oui, avec des choses comme le contrôle par l'œil. une qualité d'image et vidéo de très haut niveau avec des formats et des outils pro, Absolument. RAW, log, HDR, les assistances. et une intégration très poussée dans les flux de travail professionnels via la connectivité. C'est ça. Le portrait d'un outil extrêmement puissant et polyvalent. Mais ça souligne aussi autre chose. Ah oui? Quoi donc? Que la maîtrise d'un tel appareil, ça va bien au-delà de juste connaître la liste des fonctions sur le papier. Il faut comprendre comment les utiliser. Exactement. Comment les orchestrer, les combiner pour servir sa propre vision créative. La technique au service de l'art et non l'inverse. C'est une excellente conclusion. Et ça m'amène à une dernière pensée. À mesure que ces appareils deviennent si sophistiqués, si intelligents même, Est-ce que la technologie elle-même ne commence pas à façonner comment on crée et plus seulement ce qu'on crée?
Où se situe l'équilibre entre la maîtrise de l'outil et la concentration sur l'intention artistique pure? C'est une question profonde. L'outil influence toujours le geste, c'est certain. Trouver cet équilibre, c'est peut-être le défi constant du créateur aujourd'hui.